Voilà. Il y avait une question, et là, oui. Oui, là-bas, vous d'abord. Allez-y. Prenez le micro. Prenez le micro, allez-y. Oui, on a vu que les banques ont mis en place tous les dispositifs nécessaires pour se faire rembourser. Mais dans l'autre sens, par exemple, si le client accidentellement est mort, est décédé, comment il pourra récupérer son argent s'il n'a pas laissé d'enfant? S'il n'a pas laissé d'enfant? Oui. Normalement, bon, lorsque vous ouvrez un compte, hein, ça aussi c'est un bon réflexe chez le banquier, il va vous demander toujours de donner quand même un contact qui peut être quand même adressé lorsqu'il y a un problème. Ça peut être la mort, ça peut être etc. Il n'est pas dit que forcément c'est votre enfant, mais ça peut être un oncle ou un ami, etc. Alors, dans tous les cas, ce que vous êtes en train de dire, c'est que j'ai un compte qui est bien fourni. Malheureusement, la personne décède et personne ne sait est-ce qu'il avait de l'argent, oui ou non. C'est ce que vous voulez dire. Maintenant, il faut savoir que la réglementation est très claire là-dessus. Je vous dis ce qui est dans la réglementation. Lorsque un déposant n'est plus en vie et n'a pas laissé d'ayant droit direct, c'est-à-dire un enfant ou même une épouse, etc., la banque doit procéder à une recherche d'adressage sur la personne d'abord. Ça, c'est la banque qui doit faire ça. Mais malheureusement, les banques ne le font pas. Non, il faut qu'on se le dise. La banque préfère toujours cette liquidité-là, l'utiliser, n'est-ce pas, pour peut-être des besoins de fonctionnement ou des besoins de refinancement de sa clientèle. Lorsque maintenant cette information est vérifiée par la Banque centrale, maintenant il faut nécessairement que l'argent puisse être reversé à la Banque centrale. Et pendant une période de 10 ans ou même 15 ans, les ayants droit indirects, c'est-à-dire même son père quand il est en vie, ou même sa mère, hein, quand il est en vie, peuvent demander à ce que l'argent puisse être reversé en tant qu'ayant droit indirect. Mais ça demande vraiment des informations très claires. Il faut montrer que vous êtes apparenté à la personne, qu'il n'a pas laissé de fils, parce qu'entre le fils et vous, parents, c'est le fils qui est l'ayant droit direct. Mais comme il n'a pas laissé de fils, donc vous êtes l'ayant droit indirect. Donc vous écrivez à la Banque centrale avec toutes les pièces nécessaires et l'argent qui était bloqué au niveau de la Banque centrale puisse être reversé plus tard à ces ayants droit indirects. Mais vous savez, on est en Afrique, cette recherche-là, il faut nécessairement qu'on puisse être au courant de la disponibilité de l'argent ou non. Il y a beaucoup d'argent, je vous le dis, hein, je ne travestis pas la confidentialité. Il y a beaucoup d'argent qui dorment au niveau des banques parce que les propriétaires n'avaient pas déclaré à leur famille l'argent. Vous savez, l'Africain n'aime pas trop discuter sur son argent. Et ça peut être extrêmement dangereux parce que un jour ou l'autre, la personne peut avoir une incapacité temporaire ou même totale, où le décès peut survenir, n'est-ce pas, à tout moment. Et vous pouvez même laisser des enfants et qui ne sont pas au courant de ça. Je vous le dis, je ne vais pas aller loin, mais ça existe. Des héritiers, n'est-ce pas, qui ne savent pas que leur papa a laissé de l'argent. Donc n'hésitez pas, quand on est entre promoteurs également, ne tombez pas sous l'escarcelle du secret. Et toujours, n'est-ce pas, une personne à qui, n'est-ce pas, vous pouvez quand même faire confiance, et pas faire confiance pour retirer sur votre compte, mais au moins se déclarer à la banque que, en cas de, cette personne pourra quand même vérifier. Une question en ligne. Oui. Ça a été passé par Alioune Badara Ndong, Oui. depuis l'ICAD. Oui.
Il dit, dans les banques, est-ce qu'on peut négocier en différé de 2 ans? Oh, 2 ans. 2 ans, c'est beaucoup. Hein. Peut-être 3 mois hein, ou même 6 mois. Mais d'habitude, vous savez, les différés, c'est des délais de grâce. Hein. Vous savez, lorsque vous demandez un différé, ça veut dire que c'est la banque qui étudie la demande et vous donne ce qui est possible. Et la banque préfère toujours récupérer très tôt ses cash flows. Mais différé de 2 ans, visiblement, c'est impossible. Hein. Il faut juste se caler un peu aux procédures de la banque. Les procédures de la banque donnent quand même un différé entre 3 et 6 mois. Ça, vous pouvez le temps de pouvoir générer quand même une exploitation. Mais 2 ans, c'est quasiment impossible. Hein. Monsieur, Oui. Qu'est-ce qu'il en est du compte bloqué? Supposons que l'on va garder de l'argent à long terme. Est-ce que cet argent aussi peut générer aussi des intérêts? Oui, mais des intérêts qui vont pour vous. C'est ce qu'on appelle ici les intérêts créditeurs. Alors, ce qu'on était en train de dire sur le taux d'intérêt ici, c'est le taux d'intérêt débiteur. Le taux d'intérêt débiteur, c'est l'intérêt, n'est-ce pas, que vous avez payé à la banque, ce qu'on appelle le loyer de l'argent qui m'a été prêté par le bailleur de fonds. Ça, c'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt débiteur. Par contre, quand vous bloquez de l'argent sur un compte d'épargne, ce qu'on appelle le compte d'épargne, ça peut être un CAT, un compte à terme. Sous forme de DAT, vous pouvez constituer ce qu'on appelle les dépôts à terme. Alors, les dépôts à terme, il faut savoir que la banque doit vous rémunérer quand même ces dépôts à terme sur un taux, lorsque vous le bloquez, minimum 1 an. Minimum 1 an. La banque doit vous rémunérer à un taux de 3,5% minimum. Minimum. C'est le taux minimum. Hein. On n'a pas dit que c'est le taux maximum. Ça veut dire que si vous avez beaucoup d'argent, si vous mettez 100 millions, n'acceptez pas que la banque vous rémunère à 3,5%. Vous pouvez même négocier jusqu'à 6%, 7%. Vous voyez un peu? Donc, lorsque le compte est bloqué, il y a 3 éléments à négocier. Le taux de rémunération, la durée de blocage et le montant de blocage. OK? Mais il faut que la durée, au minimum, soit de 1 an. OK? Voilà. Oui? C'est bon? Voilà, on va un peu évoluer. Maintenant, il y a l'autre point qui... Alors, donc je continue sur les taux d'intérêt parce que c'est un élément important. Je disais que pour le taux d'intérêt débiteur, il y a ce qu'on appelle le taux nominal et le taux effectif global. Donc, il faut s'intéresser au taux effectif global qui est le taux de sortie. Alors, ce taux de sortie, le TEC, ne doit pas dépasser inférieur ou égal à 15% pour les banques. OK? Mais ce TEC doit être inférieur ou égal à 24% pour les IMF. Les IMF, c'est les institutions de microfinance. Donc, une banque n'a pas le droit de facturer un taux d'intérêt supérieur à 15%. OK? Une institution de microfinance n'a pas le droit également de fixer un taux d'intérêt supérieur à 24%. Si c'est le cas, vous devez refuser le prêt. Parce que si vous acceptez le prêt, vous êtes dans un prêt illégal. Je dis, c'est clair, c'est clairement dit dans la réglementation. Une banque ne doit pas dépasser un taux de 15%. Une institution de microfinance ne doit pas dépasser 24%. Sinon, on sera dans un prêt usuraire. Le prêt usuraire, c'est un prêt qui n'est rien d'autre que de l'usure. Alors que l'usure est prohibée, n'est-ce pas, dans la réglementation. Donc ça, c'est bon également. Lorsque vous négociez le contrat, il faut bien voir le taux effectif global. Oui? Hein? C'est? Micro, s'il vous plaît. Je prends le micro. Oui, je disais qu'on peut prendre ces 15%, tout en sachant que c'est illégal. Donc, oui, mais vous tuez votre projet. Mais si la banque essaie de nous attaquer en justice, ça ne pourra pas passer. Attaquer en justice? Ah non, c'est que si vous êtes
vous êtes illégal dans l'illégalité. C'est-à-dire, vous ne devez pas accepter de tomber. Vous voyez un peu? Déjà, comme vous êtes au courant que déjà le montant, le taux dépasse le seuil de l'usure, ça c'est la première infraction. Maintenant, la banque, comment elle peut vous attaquer? C'est parce que vous ne remboursez pas. Mais entre les deux, vous êtes tous dans l'illégalité. Moi, je préfère être dans la légalité, n'est-ce pas, et de défendre peut-être quelque chose d'illégal, que d'être dans l'illégalité et de défendre l'illégalité aussi. Voyez un peu? Alors, on vous apprend les bonnes pratiques, mais on ne vous apprend pas les mauvaises pratiques. C'est ça. Alors, dans ces problèmes, vous voyez que donc il n'y a pas de plancher. Le plancher, c'est le taux minimum. La réglementation fixe un taux maximal pour les deux, mais il n'y a pas de taux minimum. Alors, il faut savoir que des institutions comme la DER proposent un taux d'intérêt effectif global qui ne dépasse pas 5%. Ça, je pense que vous aurez l'occasion peut-être de découvrir, n'est-ce pas ça, un taux effectif global qui ne dépasse pas 5%. OK? OK, ça aussi, ça peut être un avantage. Maintenant, d'autres institutions telles que... Il y a des fonds qui mettent à la disposition des institutions de microfinance ou même des banques pour que les taux-là puissent être revus à la baisse. Parce que le problème des banques ou des institutions de microfinance, ils vous disent que nous fixons un taux d'intérêt élevé parce que nous également, nous empruntons ailleurs. Et quand on emprunte ailleurs, celui qui nous prête son argent, il nous fixe un taux d'intérêt assez élevé. Vous voyez un peu? Si j'emprunte à 8% en tant que banque, ça veut dire que pour que je puisse reprêter, il faut que je puisse avoir au moins une marge de combien? De 3-4% pour payer mes salaires, pour payer un peu l'eau, l'électricité, etc. OK? Donc ça aussi, il faut que l'État puisse au moins aider les institutions de microfinance à avoir plus de ressources, et la Banque centrale. Il y avait même un séminaire ce vendredi et samedi, c'était sur ça. Hein. Ça portait un peu sur l'allègement des taux d'intérêt. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte qu'au niveau des institutions de financement, que le coût de la ressource puisse être plus faible. Maintenant, la deuxième caractéristique du crédit, je dis, c'est la durée. La durée du crédit dépend de quoi? Très bien, du montant. C'est pourquoi je n'ai pas mis le montant ici. Parce que plus le montant du crédit est élevé, plus la durée est longue. Donc, on va distinguer trois maturités. Quand vous entendez maturité, c'est la durée. Hein. La maturité du crédit, c'est la durée. On distingue ce qu'on appelle le crédit à court terme, la maturité à court terme, la maturité à moyen terme et la maturité à long terme. Court terme, ça ne dépasse pas 2 ans. Moyen terme, on peut aller jusqu'à 5 ans. Et long terme, c'est lorsque ici, on est sur supérieur ou égal à 7 ans. C'est la cartographie actuelle des banques. Crédit à court terme, vous ne dépassez pas 2 ans. Moyen terme, jusqu'à 5 ans. Long terme, c'est supérieur ou égal à 7 ans. Alors, il faut savoir que dans l'architecture de financement de notre pays, 65% des crédits octroyés par les banques et les institutions de microfinance se tournent vers le court terme. Le financement à court terme. Parce qu'il y a moins de risques. Il y a moins de risques. Et souvent, c'est des montants de financement qui ne sont pas élevés. Donc ça aussi, c'est une réalité. Il faut bien, en tout cas, bien analyser votre coût du projet. Ne pas avoir un coût du projet qui est surévalué. Parce que plus le coût du projet est surévalué, plus vous minimisez vos chances de financement sur du long terme. Parce que le long terme, c'est le profil du risque qui est élevé, mais également ça demande plus de garantie. On va y revenir sur le profilage du crédit.
OK. Le long terme supérieur ou égal à 7 ans. Hein? Je dis qu'avec le long terme, le profil du risque est plus élevé et ça demande une prise de garantie beaucoup plus importante. OK? Les banques peuvent accepter d'être sur le moyen terme, mais rarement sur le long terme. Alors que les entreprises ont plus de besoins à long terme. Si vous voulez aménager des sites d'aquaculture, tout ça, ce n'est pas des aménagements de 2 ans, 3 ans. Oui. Oui, prenez le micro. Vous avez dit le moyen terme, c'est à partir de 5 ans. Oui. Supérieur ou égal à 5 ans. Non, égal à 5 ans. Égal à 5 ans. Égal à 5 ans. Entre 2 ans et 5 ans. Entre 2 ans et 5 ans, bon, ici, ça peut être le court et le moyen. C'est ce qu'on appelle le court moyen. Vous voyez un peu? Maintenant, le moyen et le long terme, c'est entre 5 ans et 7 ans. Okay. Vous voyez un peu? C'est la structure qu'il donne. OK? D'accord. Voilà. Merci. Très bien. Maintenant, quand vous êtes entre 2 et 5 ans, c'est ce qu'on appelle le court moyen. OK? Alors que quand vous êtes entre moyen et long, c'est ce qu'on appelle entre 5 et 7 ans. OK? Très bien. Le différé de remboursement. Ah oui, vous n'avez pas fini. Allez-y. Oui. Bonjour. Bonjour. Voilà, ma question est que vous avez dit 2 ans pour 2 ans, 5 ans et 7 ans. Par rapport au taux d'intérêt, par exemple, si j'ai un taux d'intérêt de 5%, et que je vois que 5 ans, le taux d'intérêt augmente au fil des années. Si vous calculez... Oui, bien sûr. Oui. Allez-y, terminez votre pensée. Donc, est-ce que si j'ai un prêt à 5 ans, et que je sais que le taux d'intérêt va augmente, et que ça n'arrange pas l'entreprise, est-ce que je peux, les remboursements, est-ce que les taux d'amortissement, je peux les augmenter? C'est-à-dire, si je remboursais par 2 millions, est-ce que je peux augmenter jusqu'à 4 millions? Si votre capacité de remboursement vous le permet. Et tout à l'heure, j'ai capacité de remboursement vous le permet. Ouais, tout à l'heure, vous avez évoqué qu'il vous fixe, c'est-à-dire il y a quelque chose à ajouter, 10%, je ne sais pas. Oui, la marge, oui. La marge. Est-ce que cette marge-là va s'appliquer pour tous les mois? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux d'intérêt dont on parle, c'est un taux d'intérêt annuel. Donc, quand on parle de 12%, si par exemple on est dans le tech, le taux effectif global de 12%, ça veut dire que chaque mois, vous aurez à payer 1% d'intérêt. Pourquoi 12%? Pourquoi 1%? Parce que c'est 12% divisé par 12. Donc les 12% là, ce n'est pas 12% par mois. C'est 12% l'année. Mais rapporté au mois, on va être à 1%. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que vous l'avez évoqué. Souvent, on peut se dire que la maturité là, elle est longue et ça risque d'alourdir un peu mon échéancier ou mon tableau d'amortissement. Je peux décider maintenant de raccourcir ce délai parce que plus vous faites un raccourci par rapport à ce délai, moins vous allez supporter, n'est-ce pas, des intérêts. Parce que pourquoi vous supportez des intérêts élevés lorsque la maturité est longue? Parce que la banque est toujours dans une perspective, n'est-ce pas, d'incertitude par rapport au risque. Et donc, elle va essayer de pouvoir charger le maximum d'intérêts pour récupérer son argent le plus rapidement possible. Parce que n'oublions pas que le banquier, c'est également un entrepreneur et il va se soucier également du délai de récupération de son capital. Et donc, vous, en tant que bon promoteur, rien ne vous empêche de pouvoir raccourcir le délai. Mais la conséquence est là. Il faut que vous ayez une capacité de remboursement qui vous permet de pouvoir supporter, n'est-ce pas, une mensualité lourde. Parce que si la mensualité était à 1 million sur les 5 ans, si vous ramenez ça à 2 ans, la mensualité peut aller jusqu'à 2 millions par mois. Donc, il faut nécessairement que vous ayez au moins une capacité de remboursement qui vous permet de couvrir ce potentiel-là. Mais c'est bien possible, mais il faut avoir la capacité de remboursement nécessaire. OK? Alors. Oui. Allez-y. Oui.
Oui, bah allez-y. Oui, en fait, concernant le taux, j'ai dit pour calculer le taux d'intérêt, on peut calculer le taux d'intérêt annuel en fonction de, par exemple, si on veut rembourser mensuellement, comme vous avez dit, on convertit ce taux d'intérêt annuel en taux mensuel en faisant la proportionnalité, comme vous avez dit. On prend le taux d'intérêt annuel, on le divise par 12. Maintenant, si on veut, si on veut rembourser, par exemple, par semestriel ou trimestriel, Oui. on prend le taux d'intérêt. Là, on va parler de taux équivalent. Oui, bien Maintenant, sûr. taux, Ça, c'est trop technique. On va pas vous... oui, maintenant, ces taux d'intérêt annuel, on va les convertir en taux équivalent. En taux équivalent, tout à fait. Trimestriellement ou Absolument. bien semestriellement. Mais Dans ça, ce cas, oui. on doit appliquer, il y a une formule mathématique. Oui, à oui, appliquer, c'est en pourquoi fait. on n'a pas voulu. Oui. Parce que ce qui vous intéresse le plus, Oui. et je l'ai mis à la disposition de vous, c'est le tableau d'amortissement. Vous mettez le montant que vous voulez et il vous sort les mensualités. Maintenant, les taux équivalents, il faut être vraiment mathématicien pour ça, quoi. Je n'ai pas voulu entrer dans ces taux équivalents qui sont qui peuvent même aller jusqu'à... Mais il faut le savoir quand même aussi. Il faut savoir comment les banquiers manipulent les taux aussi. Mais c'est très intéressant. Ce qui est, vous savez, il n'y a pas de consensus dans la détermination du taux d'intérêt. Oui. On vient de sortir d'un séminaire le week-end à Turubi, mais il y a plusieurs langages sur le taux d'intérêt. Vous savez, il y a trois plateformes de calcul des taux d'intérêt. Il y a une plateforme internationale, il y a une plateforme de la Banque centrale, et il y a une autre plateforme qui est calculée même au sein de la direction de la réglementation des institutions de microfinance. Donc il n'y a pas un consensus et ils vont aboutir toujours à ce qu'on appelle une divergence de résultats. Mais ce qui est le plus important pour vous, entrepreneurs, c'est de faire la différence entre le taux nominal et le taux effectif global. Premier élément. C'est de savoir les éléments qui sont mis dans le taux effectif global. Le troisième élément, c'est de savoir que quand on va vous mettre en place un crédit, de toujours demander, de toujours voir est-ce que dans la convention de crédit, on a bien mentionné un certain nombre, n'est-ce pas, de clauses. Le taux de sortie, est-ce que vous avez un tableau d'amortissement? Et dans le tableau d'amortissement, il faut faire une lecture holistique, c'est-à-dire, vous devez vous dire que dans votre tableau d'amortissement, il y a des charges que vous allez payer directement au banquier. Et il y a des charges que vous allez payer à l'État, parce que l'État perçoit une fiscalité. On ne le dit pas assez. C'est la taxe sur les opérations financières. Avant, c'était la TOB, la taxe sur les opérations bancaires. Il faut savoir que pour chaque crédit que la banque vous octroie, il y a toujours, n'est-ce pas, une fiscalité qui est... Et c'est l'ensemble de ces charges qui vont maintenant constituer votre taux d'intérêt effectif global. C'est ce qui est le plus important. Mais sur le taux équivalent, tout ça, vous savez, les logiciels permettent de calculer ça sur 6 mois, sur 1 an et même sur les 5 ans. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir une lecture assez synthétique quand même de ce taux-là. OK? Voilà. Donc, sur le différé de remboursement, c'est ce qu'on appelle le délai de grâce. Hein? C'est bon pour le délai de grâce. Alors, le délai de grâce, c'est un délai, n'est-ce pas, que vous accorde le... Alors, ce n'est pas une force aussi, hein. Pas une force. Le différé de remboursement, il faut savoir que vous faites une demande et suivant les procédures des bailleurs de fonds, ils peuvent accepter comme ils peuvent refuser. Ça, il faut le dire. Dans les institutions de microfinance, on peut aller jusqu'à 3 mois. Dans certaines banques, vous pouvez aller jusqu'à 4, 5, 6 mois. Tout dépend quand même des procédures entre les banques. Okay? Ça permettra un peu aux promoteurs de souffler. Parce que quand on met de l'argent, n'oublions pas qu'au départ, vous devez pouvoir générer de l'exploitation. Et tant que vous n'avez pas généré de l'exploitation, vous ne pouvez pas fonctionner. Et donc ça, c'est un délai de grâce, qui n'est pas une force encore une fois. Mais n'hésitez pas, dans votre négociation financière avec l'institution de microfinance, de pouvoir quand même le souligner. OK? Voilà. Les garanties, on va y revenir, hein, c'est un élément important. Alors,
je précise que la garantie est accessoire au crédit. Qu'est-ce qu'à dire? Vous pouvez avoir un bon projet, et la banque considère que déjà votre projet est tellement bien bâti qu'on va vous demander moins d'apport personnel. Au contraire, vous pouvez donner beaucoup de garanties alors que le projet n'est pas bon et on refuse le projet de vous financer. Pourquoi? Parce qu'ici, la banque s'intéresse à la rentabilité, au cash flow et non à la garantie. La garantie est accessoire. On peut avoir les meilleures garanties et pas avoir le crédit. Un bon banquier s'intéresse à la viabilité de votre projet et non à la couverture contre le risque. OK? S'il a les deux, OK. Mais s'il a une garantie avec un mauvais projet, il peut être dans une position, n'est-ce pas, de refus. OK? Donc, la garantie est accessoire au crédit. La garantie, encore une fois, est accessoire au crédit. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir un très bon projet comme condition nécessaire. Maintenant, comme condition suffisante, ça peut être la garantie pour elle. Mais le contraire, lorsque vous avez un mauvais projet et que vous avez toutes les garanties du monde, il n'est pas obligé de vous donner le crédit. Pourquoi? Parce que votre projet n'est pas pérenne. Ça aussi, il faut le savoir. Donc, ne vous fiez pas à ce qu'on dit souvent, que toutes les banques vont demander des garanties. Oui, mais à supposer que votre projet soit rentable. OK? Si votre projet n'est pas rentable, ils ne vont même pas vous demander des garanties parce que le projet sera refusé. C'est ça? Oui? Allez-y. Une question en fait par rapport au taux d'intérêt. Est-ce qu'ici il y a la possibilité d'avoir des taux d'intérêt variables, fixes? Alors il y a deux possibilités qui sont offertes actuellement. Il y a ce qu'on appelle les taux constants. Il y a ce qu'on appelle les taux dégressifs. Dégressif, ça veut dire que les mensualités que vous allez payer vont décroître. Et ça, c'est dans la pratique, c'est ce que les banques utilisent. Parce que la banque préfère toujours récupérer son argent un peu plus vite. Le taux constant, par contre, c'est un taux qui est uniforme. Mais ce que les banques appliquent, c'est le taux dégressif. Parce que c'est pour récupérer le plus tôt possible le délai de récupération du capital. OK? Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si l'apport personnel peut être considéré comme une garantie. Absolument. Je l'ai dit tantôt, hein, c'est une garantie personnelle. OK? Maintenant, au-delà de l'apport personnel, il peut y avoir d'autres types de garanties matérielles, telles que l'hypothèque, telles que le nantissement, etc. OK? Mais c'est bien la première forme de garantie. OK? Et l'autre forme de garantie qu'on ne dit pas assez, c'est la domiciliation des revenus. Au-delà de l'apport. Parce que vous avez mis en place un projet, mais ce projet va générer des cash flows, n'est-ce pas? Mais la banque va vous demander de pouvoir domicilier vos marchés dans ses livres. C'est une forme de garantie, non? Qui ne dit pas son nom. Parce que dès l'instant où vous domiciliez vos revenus sur cette banque-là, la banque saura qu'il y aura peut-être des cash flows qui vont être générés. OK? On va y revenir, hein, parce que c'est prévu dans les... Oui. Monsieur? Oui. Supposons qu'on a un terrain à garantir. Oui. En fait, le terrain se trouve dans une zone rurale. Si par exemple le terrain c'est 100 mètres carrés, est-ce qu'on va valoriser le terrain comme si les 100 mètres carrés étaient en ville? Supposons qu'en ville... D'abord, ce n'est pas à vous d'évaluer, parce que dès l'instant où vous faites une requête de financement, la banque va demander à un de ses experts, va déléguer un expert pour vérifier, parce qu'il ne veut pas avoir une valeur de terrain qui est surévaluée par vous, alors que ce terrain-là peut-être ne valait pas une certaine valeur. Voyez un peu? Donc la première des choses que la banque fera, si elle accepte de prendre votre terrain, bien sûr, c'est de demander une expertise du terrain. Et souvent, c'est un expert qui est agréé qui va venir
voir non seulement la localisation du terrain, ok, sa valeur par rapport au contexte du marché, voir également est-ce que le patrimoine qui est bâti, est-ce que c'est un patrimoine important ou non. Donc il y a des critères qui entrent en jeu et qui permettent de pouvoir évaluer rapidement un terrain. Mais un terrain en ville, c'est totalement différent d'un terrain, n'est-ce pas, dans une communauté rurale. Hein? Okay? D'abord, le premier obstacle, c'est que les terrains, le foncier en communauté rurale, c'est souvent des délibérations. Et le banquier est souvent, souvent regardant sur ça. Entre le TF et le bail, ou entre le bail et les délibérations, vous voyez, il y a un choix qu'il va faire. OK? Surtout les titres précaires, les banquiers ne préfèrent pas. OK? Le titre précaire, c'est un titre qui peut être, qui peut être source de litige rapidement. C'est le cas des bails et des délibérations. Le banquier préfère en premier rang le titre foncier. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Est-ce qu'il y a un point ou des points sur lesquels les institutions de microfinance sont avantageuses par rapport aux banques? Et sinon, pourquoi est-ce qu'il y a par rapport au crédit, cette différence? Oui. Par rapport au crédit. Oui. Alors, les institutions de microfinance sont, et ça c'est un avantage, hein, sont beaucoup plus accessibles en termes de financement. C'est-à-dire, quand je parle d'accessible, c'est qu'il y a moins de conditions, n'est-ce pas, contraignantes au niveau des IMF, contrairement, n'est-ce pas, aux banques. Je vous donne un exemple très simple. Certaines institutions de microfinance peuvent vous prêter de l'argent sans vous demander certaines garanties. Mais, il y a un mais. C'est que le montant qu'ils vous donnent, c'est des montants qui ne sont pas élevés. C'est la première contrainte. La deuxième contrainte, c'est qu'ils vous prêtent de l'argent, mais sur des durées assez courtes, parce qu'ils n'ont pas de ressources longues, contrairement aux banques. Les conditions sont plus allégées, mais le montant qu'ils vous donnent, c'est plus faible. Et la durée également est courte. Et en troisième même, le taux d'intérêt appliqué par les IMF, par les institutions de microfinance, est souvent plus élevé. Et souvent, on ne se pose pas la question pourquoi. Parce que les institutions de microfinance, n'oublions pas que c'est des institutions qui vivent seulement sur les cotisations de leurs membres. Sauf si on est des SA. SA, c'est des sociétés anonymes telles que Microcred et les autres. Mais quand on est une mutuelle d'épargne de crédit, vous vivez seulement sur la base des ressources qui sont collectées parce qu'il y a des membres qui prennent des parts, etc. Mais si vous voulez des ressources longues, vous êtes obligé d'emprunter sur le marché. Et quand vous empruntez sur le marché, en étant une institution de microfinance, vous allez supporter des taux d'intérêt qui peuvent aller même jusqu'à 8%, 10%. Et ça, c'est une petite leçon que je vous donne. Une institution de microfinance qui va emprunter au niveau d'une grande banque, la banque va considérer cette institution de microfinance comme une PME et non une institution financière. Ça veut dire que la banque va vous appliquer les mêmes conditions de refinancement qu'une PME. 8%, 9%. Vous empruntez 9% auprès d'une banque, quand vous êtes SFD ou mutuelle. Vous allez reprêter au niveau de la clientèle. Donc ça veut dire que vous risquez d'être à 15, 18, 19, souvent même il y a des institutions qui sont prêtes à aller jusqu'à 20%. Parce qu'on ne le dit pas assez, ils se sont endettés un peu plus cher. C'est ça le problème aussi. Donc il y a trois mains. Ils peuvent vous donner de petits montants, ils peuvent vous donner également des crédits à court terme, et l'autre contrainte, c'est taux d'intérêt. Parce que la loi leur permet d'avoir un taux d'intérêt jusqu'à plus de 24%. Jusqu'à 4%. 24%, pardon. On peut prendre une question en ligne. Oui, allez-y. Il y a M. Tin qui demande, pour une entreprise qui vient d'être créée, est-ce qu'elle peut faire
remboursement in fine. Est-ce qu'il peut faire un remboursement In fine. in fine? Oui, oui. Le remboursement in fine, ça peut être un remboursement qui est souvent, orienté vers les crédits campagne. Vous savez, c'est des crédits qui sont donnés sur 6 mois. Maintenant, dans le cadre des crédits campagne, vous prenez un crédit tout de suite au mois de février. Et donc, la banque ou l'institution de microfinance vous donne la possibilité de payer à la fin de la campagne, c'est-à-dire 6 mois après. Ça peut être, je pense, juillet ou... OK? Maintenant, le temps de pouvoir donner, n'est-ce pas, à l'agriculteur, au pêcheur, n'est-ce pas, l'éleveur, de pouvoir vendre sa marchandise et de pouvoir vous payer. Le remboursement in fine, c'est lorsqu'on rembourse à la fin. OK? Le capital et les intérêts. Donc, ça permet au moins d'avoir ce qu'on appelle un allègement de votre charge d'exploitation. C'est bien possible, hein, mais pour certaines catégories d'activités saisonnières, telles que l'élevage, la pêche, etc. Des activités saisonnières. Voilà, oui. C'est parmi les modes de remboursement d'un emprunt. Quel est le mode qui est plus avantageux pour une entreprise? Alors, pour le mode de... Tout dépend de votre besoin. C'est-à-dire, si je vous dis que le mode qui est le plus approprié dépend quand même de vos besoins, de vos activités. Je vous ai dit que quand il s'agit d'une activité saisonnière, le remboursement in fine va être plus adapté. Par contre, le remboursement in fine, ce n'est pas toutes les banques qui l'acceptent. Au Sénégal, il y a certaines institutions de financement qui sont spécialisées dans ça. C'est le cas de la Banque agricole, l'ex-caisse nationale de crédit agricole, qui est plus orientée vers l'agriculture. OK? Il y a d'autres institutions, par exemple, telles que ACEP, qui sont plus orientées vers également le remboursement in fine, mais parce qu'ils ciblent un peu des activités qui sont plus orientées vers les crédits campagne, etc. Donc, lorsque on est dans une activité saisonnière, le crédit campagne, sous forme de remboursement in fine, va être plus, n'est-ce pas, approprié pour vous. Mais à supposer que la récolte marche, mais à supposer que également votre exploitation marche, OK? Ça vous donne un peu le temps de pouvoir quand même, en tout cas, avoir assez d'exploitation pour rembourser. Maintenant, quand vous sortez de ces cas-là, il faut savoir que la banque applique ses procédures, parce que ce qui intéresse plus le banquier, c'est d'être remboursé plus vite. Et dans ça, il préfère toujours appliquer le remboursement dégressif. Le remboursement constant peut-être aller beaucoup mieux pour l'entrepreneur, parce que ça lui permet de planifier de façon constante quand même les mensualités. Mais quand moi je suis un entrepreneur, je préfère un remboursement constant qu'un remboursement dégressif. Parce que le remboursement dégressif, ça veut dire que vous devez, durant les premières années, avoir assez d'argent pour rembourser. Alors que le remboursement constant, c'est un remboursement qui est beaucoup plus, beaucoup plus équilibré. Parce que vous savez, tous les mois, ce que vous devez rembourser. Et vous pouvez le faire, n'est-ce pas, sur une période assez raisonnable. C'est concernant aussi le différé. Si on bénéficie d'un différé d'un an, par exemple, est-ce qu'entre-temps, on peut supporter des intérêts? Les différés? Ah non, les différés, vous savez, c'est juste une période de grâce. Mais quand vous supportez, ici, la banque vous donne juste, n'est-ce pas, un temps de souffle, hein, mais ça va être intégré dans le calcul du taux d'intérêt. Hein. Le différé ici, c'est juste un temps de grâce. Hein, mais la banque va calculer, n'est-ce pas, ses intérêts sur la base de ce qui vous reste. Mais en intégrant, bien sûr, la période, n'est-ce pas? C'est que le différé ici vous donne juste un temps de souffle. Mais dans le calcul des intérêts pour la banque, les intérêts sont les mêmes. Ce sera même plus salé, parce que quand vous demandez un différé de 3 mois, alors que vous devez rembourser 1 an, ça veut dire que les 9 mois qui restent, vous devez rembourser toute la dette, tous les intérêts. Ah oui, c'est vous qui demandez un délai de grâce. Ce n'est pas la banque qui demande un délai de grâce. Hein? Mais dès l'instant où vous demandez un délai de grâce, on vous accorde 3 mois pour ne pas être payé. Mais ce que vous devez payer à la banque, alors que vous n'avez pas payé à temps,
il va considérer ça quand même comme des intérêts, n'est-ce pas, à capitaliser pour le reste de la période. Ah oui, c'est ça. C'est pourquoi le délai de grâce, il faut bien quand même le mesurer. Hein. Il faut bien mesurer le délai de grâce. Est-ce que votre activité va générer des activités de l'exploitation tout de suite? Dans ce cas, vous pouvez être peut-être exempté de délai de grâce. Mais si vous pensez que votre activité ne va pas démarrer dans les 6 mois, prenez le délai de grâce, mais sachez que ça va impacter un peu sur votre service de la dette. Hein. OK? Voilà, on va, si vous en convenez, là, 13h10. Alors, les autres conditions, hein, je pense qu'on avait parlé de ça, la formalisation de l'entreprise, le système d'information et de gestion de l'entreprise, la démonstration de la capacité de remboursement et la prise de garantie. On va y revenir. Alors, attendez-vous, je l'ai mis en rouge, hein, attendez-vous à une visite personnelle de l'établissement de crédit à votre entreprise. Ça aussi, je pense que si vous êtes dans une optique de formulation d'une requête de financement, il faut savoir que le banquier ou l'institution de microfinance peut venir vous rendre visite. Ah oui, il ne va pas vous donner 100 millions et vous laisser comme ça. Avant même de vous donner 100 millions, il va voir, est-ce que déjà, ce que vous avez déclaré dans votre dossier de crédit, est-ce que ça correspond à la réalité? Et donc, les visites de terrain servent aussi à vérifier les déclarations contenues dans les dossiers de demande de crédit. Vous avez dit que vous avez 10 agents dans le formulaire. On va vérifier, est-ce que c'est le cas? Vous avez dit que vous avez acheté, vous avez déjà un bon terrain aménagé. On va visiter ce terrain-là. Vous dites que comme apport en nature, vous avez un cheptel de 30 bœufs, etc. Ils vont voir. Entre ce que vous avez déclaré et ce qu'il y a, n'est-ce pas, à vérifier. Alors, il y a un certain nombre de questions sur lesquelles il faudra toujours quand même savoir y répondre. Est-ce que votre entreprise se présente bien? Ça aussi, il faut le dire. Est-ce qu'elle est structurée? Parce que vous ne pouvez pas demander une visite, n'est-ce pas, de terrain, alors que l'entreprise, quand même, n'a pas encore pris corps. Hein? Alors, si c'est un projet, il n'y a pas de problème. Mais si l'entreprise déjà existe, il faut que la visite-là puisse permettre d'identifier un peu, en tout cas, la bonne architecture de l'entreprise. Est-ce que vos espaces de production, de stock et de bureaux sont bien mis en place? Ça, c'est dans l'optique quand même lorsque vous êtes dans une situation de développement. Est-ce que votre documentation comptable est en règle? C'est toujours dans une optique d'une entreprise qui existe déjà. Est-ce que votre personnel est préparé à la visite? Oui? Poser une question. Oui, allez-y. Tout à l'heure, vous avez parlé de cheptel pour les garanties. Oui. Je croyais que pour le cheptel n'est pas autorisé comme garantie. Sur les institutions de microfinance, si. Ah. Si. Parce qu'on nous avait appris que les cheptels ne sont pas... Non, pour les banques, non. Mais pour les institutions de microfinance, c'est autorisé. Hein? Ça, je vous le dis. Pour les banques, non. Les banques, vous savez, c'est assez très formalisé. Mais pour les institutions de microfinance, oui. Vous pouvez avoir des institutions de microfinance qui sont très spécialisées dans les crédits campagne. Hein, et qui peuvent gager vos bêtes. Hein, OK? Ça, n'y a pas de problème. Maintenant, on prie pour que les bêtes ne soient pas décimées. Alors, ça donc, c'est des questions qui peuvent quand même s'appliquer pour une entreprise qui existe, mais je pense que pour votre cas, il faut plus s'attendre à des questions sur le site à aménager, okay? L'implantation du projet, okay? Et si vous déclarez quand même que vous allez acheter des matières premières chez un fournisseur, la banque peut vérifier même, sans vous le dire. Est-ce que ce fournisseur existe ou non? Attention. Donc, c'est des visites de terrain que la banque peut effectuer sans pour autant quand même vous prévenir. Ça peut être des visites inopinées. Okay? Tout ça pour voir est-ce que l'activité existe ou est-ce que l'activité à financer n'est pas virtuelle. Ça aussi, c'est des éléments importants à retenir.
Donc, oui, allez-y, pour les garanties, donc, oui, allez-y. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer si l'établissement de crédit se rend compte qu'on n'a pas respecté ce qu'on a écrit au niveau du formulaire? C'est parce qu'il y a un début de détournement d'objectif, un risque de détournement d'objectif. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Vous voyez un peu? L'objectif de ces visites de terrain, c'est de minimiser un peu les risques de détournement d'objectif. Souvent même, vous demandez pour qu'on vous finance un aménagement d'un site à 10 millions, ils vont mettre 2 millions, ils vont dire, cherchez, n'est-ce pas, un entrepreneur immobilier qui démarre les travaux, on met 2 millions. On fait la fondation et puis ils vont mettre encore 3 millions. Ils ne vont pas vous verser l'argent, mais ils vont verser ça directement à l'entrepreneur. Vous voyez un peu? Tout ça pour éviter le détournement d'objectif. Parce que le détournement d'objectif, vous savez, tue l'activité. C'est pour ça que les visites de terrain sont... Un bon banquier doit toujours effectuer des visites de terrain. Parce que ce qu'on vous déclare sur les fiches et ce que vous allez vivre, n'est-ce pas, sur le terrain, il peut y avoir un gap. C'est ça. Le promoteur peut vous déclarer un terrain qu'il a acquis, alors que derrière, si vous allez visiter ce terrain, vous saurez que c'est un terrain qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi les visites de terrain, il faut... Donc, tout ça, c'est la transparence dans l'information qu'on donne aux banquiers. Ne jouez jamais, n'est-ce pas, à fournir des informations qui ne sont pas vérifiables. Ça peut se retourner contre vous. C'est ça. Alors, pour la prise de garantie, on va y revenir un peu plus tard, hein, mais il faut comprendre la logique, on l'a dit, d'une institution financière. Elle évolue d'abord, s'il accorde un crédit, serait-il remboursé? Alors, après cela, l'institution financière cherche des couvertures contre le risque de non-remboursement, c'est les garanties. Vous voyez un peu la logique? La banque cherche d'abord la pérennité du projet, d'abord, et ensuite la garantie. Donc, en tant que promoteur, s'il vous plaît, ne vous arc-boutez seulement pas à la garantie. C'est d'abord le projet qui doit être robuste financièrement, commercialement et économiquement. Et plus tard, ils font passer maintenant aux garanties à mettre sur la table. Pourquoi la banque s'intéresse sur comment elle va être remboursée? C'est sur la base des cash flows que le projet doit dégager. Parce que la garantie n'est pas du cash flow. Hein. La garantie, c'est du papier. Entre le cash et le papier, la banque va préférer toujours le cash. Il faut donc voir que la garantie est accessoire au crédit. OK? Donc, on va y revenir pour voir l'ensemble des éléments. Alors, à retenir, je pense que c'est un point important pour un peu boucler cette séquence-là sur la formulation de la requête. Le crédit n'est pas un droit, mais c'est plutôt une faveur que la banque ou l'institution de microfinance accorde à son crédit. C'est une faveur, hein? Une faveur. C'est une faveur, ce n'est pas un droit. Ce n'est pas un droit parce qu'il peut refuser comme il peut accepter. OK? Donc, un crédit également se rembourse. Ça aussi, vraiment, il faut qu'on se le dise. Un crédit se rembourse. Il faut vraiment être des promoteurs modèles. Hein. Un crédit se rembourse. Hein. On ne prend pas le crédit, n'est-ce pas, juste pour dire que voilà, maintenant, je règle les problèmes de mon entreprise et puis je ne me soucie pas de mes relations avec les banques. Voilà. Donc ça, c'est deux éléments importants sur lesquels je voulais attirer votre attention. Voilà, maintenant, on va faire une étude de cas de 15 minutes, hein, s'il vous plaît. Il y a 3 questions, n'est-ce pas, auxquelles il faut répondre. Pour accéder au crédit, quelles sont les contraintes à maîtriser? Alors, deuxième question, quelles sont les modalités premières à réaliser pour augmenter les chances d'obtenir un financement? 3, que faire en cas de visite personnelle de la banque à votre entreprise ou à votre projet, hein? Supposons que vous êtes à l'étape du business plan et vous avez déposé votre business plan,
le bailleur vous appelle chez vous ou quelque part pour vous dire qu'il a besoin d'avoir un certain nombre d'informations. Donc ne vous souciez pas de l'entreprise qui existe. Hein. Même ça peut être un projet en cours. OK? Donc si on peut se scinder en groupe de 3 tout à l'heure, comme tout à l'heure, et puis voilà. Pendant 15 minutes, on va répondre. Bon, on va y aller là, rapidement, pour ne pas... OK? On va donc... on va y aller. Est-ce qu'on peut avoir le micro? Micro, s'il vous plaît. Oui, commencez. Bon, cette fois-ci, vous pouvez commencer, vous. Hein? Oui, hein? Hein? Allez-y, rapidement, pour chaque groupe 5 minutes. Hein? Allez-y. Vous pouvez... Oui, le groupe 1. Pour accéder au crédit, quelles sont les contraintes à maîtriser? On va répondre à la première question. Oui, s'il vous plaît, votre attention. Pour la maîtrise des contraintes, il nous faut d'abord maîtriser le projet, c'est-à-dire le domaine d'activité dans lequel nous sommes. Avoir aussi un bon apport personnel. Justifier la rentabilité et la faisabilité du projet. Ce n'est pas la deuxième question. Ici, on parle des contraintes. Hein. Ici, on parle des contraintes. Dans la première question, c'est les contraintes. Quels sont les obstacles hein, à maîtriser? Ici, on parle des obstacles. Hein. C'est ce qu'on a répondu par rapport à la première question. Pour accéder au crédit, quels sont les obstacles à lever déjà? Je pense que pour être plus... C'est des obstacles ici. On va essayer d'y réfléchir après pour D'accord. Hein? Si. Ici, c'est les obstacles. Hein? Par contre, la deuxième question, quelles sont les modalités premières à réaliser pour augmenter? Ça, c'est plus ici les opportunités ici. OK? Mais la première question, ici, on parle d'obstacles. Hein? Quels sont les obstacles à lever pour accéder au... Quand on parle d'obstacles, c'est des effets peut-être négatifs et que vous avez identifiés et qu'il faut rapidement corriger avant de pouvoir formuler votre requête de financement. Ouais. Oui? Bonjour. Quelles sont les modalités premières à réaliser pour augmenter... Donc vous allez y réfléchir encore? D'obtenir un financement. Oui. Les modalités? Ouais, déjà, il faut avoir une bonne idée de projet et pouvoir la défendre. Très bien. Après, avoir une parfaite maîtrise de son secteur. De son secteur, oui. Ouais. Avoir un bon business plan. Ouais. Avoir de l'expérience sur ton domaine. Brevétiser l'idée. Avoir un apport personnel au minimum 10%. Une garantie. C'est ça. Ouais, le statut. Qu'on va garder derrière. Hein? Ouais, qu'on va garder. Oui, ensuite, oui. Ah, super. Statut de l'entrepreneur. Oui. Et pensez également à la formalisation ou aux premières démarches pour la reconnaissance juridique de votre entreprise. OK? Une preuve de rentabilité. Très bien. Le cash flow. Les relations. Avoir au minimum 3 mois avec les relations bancaires aussi. D'accord, très bien. D'accord. Mais pour votre projet, est-ce que vous avez à identifier des modalités pour votre projet vous concernant, à part les standards, quoi, je veux dire, dont vous avez parlé? Non. À part les standards. À part les standards, oui. À qui? Le nom de notre projet. Non, les standards. En fait, est-ce que vous avez des modalités autres que celles qui ont été décrites tout à l'heure, quoi? D'accord. Passez à la troisième question. Que faire en cas de visite personnelle? En cas de visite de la banque, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, que faire en cas de visite personnelle de la banque à votre entreprise? Nous avons prévu de présenter au banquier l'état des réalisations, c'est-à-dire les équipements
Vous avez démarré ou vous êtes à l'étape du projet? Bon, on a déjà démarré. D'accord, oui. Donc nous lui présentons les équipements achetés et l'aménagement effectué en premier lieu. Et en deuxième lieu, l'état de la comptabilité, c'est-à-dire les entrées effectuées et les sorties en termes de dépenses. Mais également le personnel recruté et justifier les manquements notés. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Super. Peut-être c'est la première question qu'il faut quand même revoir, les contraintes, mais vous aurez le temps d'ici demain de... D'accord, très bien. Le deuxième groupe? Deuxième groupe. Deuxième groupe. Deuxième groupe, oui. Bonjour. Oui, allez-y. Allez-y, deuxième groupe, s'il vous plaît. Ah oui, bonjour. Le troisième, oui. Bonjour, oui, en fait, s'il vous plaît. Nous pensons que le premier contrainte... S'il vous plaît, est-ce qu'on peut, oui? Nous pensons que le premier contrainte pour un entrepreneur, en fait, s'il vous plaît, c'est l'accès au financement. Pour vous, hein? Pour vous, je parle de vous. Nous pensons que c'est notre premier problème, l'accès au financement. Après, la maîtrise du projet. Mais là, on vous dit pour accéder au crédit. Oui. Quelles sont les contraintes, vous, que vous devez pouvoir maîtriser? Parce que c'est des contraintes qui sont inhérentes à vous, à votre projet. Quelles sont les faiblesses que vous devez d'abord maîtriser? Financièrement, nous sommes faibles, donc nous devons... Non, c'est pourquoi le bailleur vient vous voir. Voyez un peu? Donc, ne parlez plus de l'accès au financement. Il vient vous voir pour ça. Quand même, nous devons maîtriser notre projet, avoir un projet économiquement rentable. Également, avoir une preuve de... Oui, c'est la preuve de rentabilité. Maîtriser notre secteur d'activité, avoir une capacité financière, l'apport personnel. Mais tout ça, c'est des aspects c'est des atouts, ça. Alors que, oui, je parle ici des faiblesses que vous avez identifiées et qu'il faut corriger avant même de pouvoir négocier avec le banquier. Les faiblesses, peut-être la formation. Essayer d'améliorer la formation. Oui, par exemple, ça c'est une faiblesse sur l'activité, oui. Si vous n'étiez pas positionné dans une spécialisation très technique, vous pouvez peut-être corriger ça. Oui, la formation. La communication également, la capacité à la communication. On peut essayer d'améliorer cela pour mieux convaincre les bailleurs. Communication, votre technique de communication. Oui, notre technique de communication. Oui, ça, bon, on va dire la négociation, quoi. Oui. Avoir quand même un bon pouvoir de négociation. Mais sur votre activité, quels sont... Je pense qu'il y a une main qui s'est levée derrière, là. Oui. Oui, bonjour. J'ai pu identifier quelques contraintes comme mauvaise présentation du projet, non-maîtrise de l'environnement sur lequel vous voulez vous aventurer. C'est ça, très bien. Ouais. La crédibilité aussi, manque de crédibilité. Manque de crédibilité. Oui. De quoi? Hein? Manque de crédibilité de quoi? De crédibilité par rapport au bailleur, par rapport à celui qui va vous financer, quoi. Il se dit, est-ce que celui-là, est-ce qu'il a les compétences ou les capacités à faire marcher ce projet? Oui. Il y a aussi le manque de fonds propres, parce qu'il peut arriver des fois que vous ne pouvez pas atteindre les 10% de fonds propres. Il y a aussi les compétences, manque de compétences. On peut s'aventurer sur un domaine que l'on ne maîtrise pas. Très bien. Ça, par exemple, c'est des contraintes à identifier au départ, avant même d'aller voir le banquier. OK? Très bien, super. Troisième question ou deuxième? Les modalités, est-ce que vous en avez parlé? Pour augmenter les chances d'obtenir un financement, les modalités premières à réaliser sont fiscales comme suit. La maîtrise du secteur d'activité, avoir un bon business plan, un apport personnel de 20%, une expérience professionnelle dans le domaine,
une qualité innovante du projet et la rentabilité de la production. Très bien. Super, d'accord. En cas de visite, il faut se préparer à quoi en cas de visite? Ici, en cas de visite, on doit tenir compte aussi de notre comptabilité, d'avoir une comptabilité à jour qui pourra permettre à l'entreprise de savoir comment nos activités se déroulent et tenir compte aussi de l'aspect social de l'entreprise. Comment? Ici, on tient l'entreprise, on voit aussi comment les employés se côtoient. C'est plus important parce que le climat social. Le climat social est aussi, ça joue un aspect important pour le banquier. On n'oublie pas aussi de tenir compte, de remplir aussi tous les critères qu'on a signifiés au banquier. Ça fait partie aussi des choses à mettre à jour lors des visites. D'accord, très bien, super. Merci beaucoup. Troisième groupe. Rapidement, troisième groupe. Hein? Donc vous me devez des contraintes là d'ici demain. Hein? Oui. On y va? Donc, on répond à la première question, c'est-à-dire les contraintes à maîtriser pour accéder au crédit. Oui. Donc, concernant notre entreprise, nous en avons relevé 3 principales. Tout d'abord, le fait que nous ne maîtrisions pas assez les détails de nos charges d'exploitation pour le moment. Ah, super, ça c'est important. Donc, ça c'est très important. Voilà ces genres de contraintes que moi je veux. Liées à votre projet, à votre activité, à business. Oui, très bien. Et comme deuxième point, c'est le fait que nos compétences ne sont pas encore diplômées. C'est-à-dire Les compétences ne sont pas encore diplômées. Nous n'avons pas de diplôme ni de certification. Non. Le diplôme, vous n'avez pas peut-être toutes les compétences requises par rapport à l'activité dans laquelle vous voulez exercer, c'est ça. Oui. Mais... Voilà. Et donc, ce qu'on veut, c'est le renforcement des compétences. Très bien. Dans l'activité, n'est-ce pas? Dans l'activité, ciblée. D'accord. Et le troisième point, c'est le manque de maîtrise pour l'instant du marché. Donc, super. Ça aussi, c'est important. Ça veut dire qu'il y a des efforts à faire sur ces points-là. Voilà. Formation, connaissance du marché et le business plan. Très bien. Super. Super. Merci. Ça, c'est très bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. En ce qui concerne la deuxième question, les modalités premières à réaliser pour augmenter les chances d'obtenir un financement. D'abord, il faut avoir un bon business plan, apport personnel considérable, compétences, c'est-à-dire qualification du promoteur, expérience professionnelle, capacité de gérer, bonne capacité de remboursement, rentabilité du projet, c'est-à-dire cash flow. C'est ça. Donc, pour la troisième question, donc que faire en cas de visite personnelle à la banque, de la banque à votre entreprise? Donc, nous sommes dit que nous allons parer à toute éventualité afin d'être conformes à ce qui avait été décidé quand on signait le contrat donc avec la banque. Donc, en cas de visite inopinée ou pas, donc qu'on puisse être transparent en termes d'informations, en termes de questions que la banque aura posées. Donc, si cela nécessite que l'on expose un peu l'état de notre comptabilité, donc s'il exige une visite guidée, on le fera. Donc, il faut le faire, hein, oui. La visite guidée là. Carrément. Donc, si on a déjà démarré, donc leur montrer l'état d'avancement, la situation des activités, donc pour les rassurer. Donc, en gros, c'est jouer la carte de la transparence, tout simplement. Tout à fait. Voilà, très bien. Et c'est un mot qui est excellent. La carte de la transparence, c'est important. Entre ce que vous avez déclaré sur les dossiers de crédit et les visites sur le terrain. Comme son nom l'indique, la visite de terrain, c'est une visite pour voir, pour un peu apprécier la concordance entre ce qui a été déclaré dans les dossiers de crédit et ce qui est vu, n'est-ce pas, sur le terrain. Donc, on va y revenir demain.
mais on va demain vraiment voir maintenant tous les outils de financement que vous offrent les banques, voilà. OK? Donc, bonne soirée à vous.